L'enjeu, c'est de trouver la bonne équipe autour du bon sujet et dans le bon timing. La transition climatique, elle passera par l'innovation. Comme on fait un métier de financier, on ne sera jamais perçu comme des entrepreneurs. Il n'y a pas de rôle modèle pour des entrepreneurs qui viennent de la ruralité ou de la diversité. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Éric Leiboici, cofondateur du fonds de capital risque Daphni, reconnu pour ses investissements dans des startups telles que Back Market, Swile et Comet. Avant de fonder Daphni, Pierre-Éric a cofondé Orcos Capital, une société de gestion de fonds dédiée aux investissements en capital risque dans les domaines des télécommunications, des technologies numériques et de la robotique de service. Chez Daphni, avec ses associés, il a mis en place une communauté dynamique appelée Daphnipolis, rassemblant plus de 300 experts, entrepreneurs, dirigeants, universitaires et créatifs du monde entier. Cette communauté collabore étroitement avec les startups du portefeuille, offrant conseils, expertise et soutien à chaque étape de leur développement. En plus de son rôle chez Daphni, Pierre-Éric est également cofondateur de We Are, une initiative visant à promouvoir les industries créatives et numériques en France. Pierre-Éric est reconnu pour sa capacité à anticiper les disruptions technologiques et son intérêt pour les initiatives ayant un impact sociétal positif. Cet épisode inspirant sur le futur de l'innovation que je vous propose, je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Pierre-Éric. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes origines, si on remonte très loin, où tu es né? Je suis né dans une ville qui s'appelle La Tronche, ce qui fait souvent beaucoup rire les gens, qui est à Grenoble. Donc j'ai grandi à Grenoble jusqu'à 18 ans, j'ai ensuite fait une prépa à Lyon. C'est pas l'exercice académique que j'ai le plus aimé, donc j'ai intégré au bout d'un an l'école qui se présentait à moi. Ouais. Et j'ai ensuite passé quelques années à Paris. Je suis allé aux États-Unis pour compléter mon parcours académique. Et puis, je suis rentré en France. Tu avais déjà une ambition ou un parcours où tu es tombé finalement dans ce milieu un peu par hasard? J'avais probablement un peu d'ambition. Parce que finalement, quand on est provincial et qu'on décide de quitter sa ville, je pense que c'est toujours un signal. Et l'entrée dans ce métier est née d'une rencontre avec un prof aux États-Unis, puisque le VC n'existait pas vraiment il y a 30 ou 20-30 ans. Et il était en Europe mené par des équipes de groupes bancaires sur fonds propres, mais il n'y avait pas d'entité indépendante qui investissait en capital risque dans des sociétés en forte croissance. Ce qui était déjà le cas aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le capital risque a été inventé par Georges Doriot, un Français, professeur d'Harvard, à qui le gouvernement américain a demandé, à la sortie de la guerre, d'investir dans des innovations dans le domaine de la défense pour avoir une armée plus efficace. Donc le capital risque existe depuis très longtemps aux US, ce qui n'était pas le cas en Europe. Et donc moi, j'ai découvert ce métier à travers cette rencontre. Tu avais des parents, une famille, entrepreneurs? Pas du tout. Tu vois, moi, j'ai dû découvrir que les prépas existaient en terminale, où j'exagère à peine. Et plutôt dans une famille qui vient du monde médical. Et donc, j'ignorais ce qu'était le business, j'ignorais ce qu'était une entreprise. J'ai vraiment découvert tout ça sur le tas. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Qu'est-ce qui m'a plu? Alors on fait un métier de rencontre et très humain. En fait, on est en contact en permanence avec des profils, des talents extrêmement différents, sur des sujets divers. Et en fait, j'ai toujours été curieux. Donc, ce qui m'a plu, je pense, dans le venture, c'est cette capacité de passer d'un sujet à l'autre, de faire de la prospective et d'essayer d'anticiper les tendances. Donc je dirais que c'est à la fois la dimension humaine et puis le côté prospectif où j'ai toujours été curieux. Il faut toujours se remettre en cause, il ne faut pas avoir de certitude. Et mon parcours académique me permet de ne pas avoir trop de certitude et de toujours me remettre en cause. C'est quelque chose que tu as réussi à conserver, ça? Tu penses que c'est la qualité clé d'un investisseur? En fait, on doit
être au maximum proactif et être au minimum en réactif. Et donc, si on veut être en avance, il faut être capable de se forger des convictions extrêmement fortes et seul. Enfin, en tout cas, seul, on ne doit pas se laisser influencer par l'extérieur. Parce que à partir du moment où on est déjà dans un environnement où on se laisse influencer, ça veut dire que c'est trop tard. Le sujet, il est acquis. Il est déjà derrière. Oui, en tout cas, il est déjà intégré par le plus grand nombre. Nous, on doit essayer d'identifier les ruptures de demain et en étant en avance sur les autres pour ne pas tomber dans l'average. Et la surperformance, elle se fait sur ce delta de conviction qui intervient plus tôt que la moyenne. Et il y a une part d'intuition, mais il y a aussi une part qui est basée sur des éléments qui sont plus tangibles. Et c'est pour ça que ce travail de prospective, il doit s'inscrire dans un cadre plus global. Et je pense que c'est la curiosité qui permet de s'ouvrir les chakras et d'identifier les sujets de demain. Et évidemment, on se trompe. Hein. Donc ce métier consiste à se tromper, mais il faut oser. Et c'est cette prise de risque qui peut faire la différence. Est-ce que finalement, c'est une démarche qu'on peut apprendre ? S'il y avait une règle, je pense que tout le monde la connaîtrait. Donc, il faut être extrêmement humble. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de règle. Après, quand les études académiques montrent que les corrélations entre le succès et un certain nombre de critères existent, mais je vais te surprendre, le critère, il est lié à la marque des fonds. Et donc, c'est pas pour rien qu'Andreessen Horowitz a expliqué dès son lancement que leur modèle était d'être une média compagnie. C'est-à-dire que leur premier objectif, c'est de se faire connaître et d'être une vitrine pour le monde de l'innovation, pour les startups. Mais tu vois, ils n'ont pas essayé de théoriser des patterns, des règles pour expliquer qu'ils allaient faire les meilleurs deals. Ils font les meilleurs deals parce qu'ils arrivent à accéder aux meilleurs entrepreneurs. Et s'ils y arrivent, c'est parce qu'ils ont créé cette marque et de fil en aiguille, ils ont réussi à être dans des très bons deals qui sont devenus à leur tour une vitrine encore plus visible pour le reste des acteurs et à s'imposer et être reconnus comme ils le sont aujourd'hui. Bon, c'est vrai pour d'autres fonds qui sont sur le marché depuis très longtemps. Tu prends un index, voilà. Bon, index c'est un peu la référence en Europe. Ils ont réussi à faire la même chose, alors avec une approche qui est différente, qui est peut-être moins orientée sur la communication, mais en tout cas qui repose sur leur track record et le terreau d'entrepreneurs qu'ils ont réussi à soutenir historiquement. L'expérience, ton image de marque, ton track record qui te donne accès finalement aux meilleurs entrepreneurs, aux meilleurs deals et qui du coup favorise le succès de certains acteurs tout en par rapport à sachant d'autres. que c'est toujours très compliqué de définir ce qu'est un meilleur deal, puisqu'on le sait à la fin de l'histoire. Après, ouais. Mais donc voilà, il faut toujours rester assez prudent. Et l'enjeu, c'est de trouver la bonne équipe autour du bon sujet et dans le bon timing. Le timing est clé. Toi, tu parlais de Back Market. Back Market, on parlait du reconditionnement depuis 10 ans quand on a investi en 2016. Or, c'était le bon moment. C'était l'année ou la période où les clients étaient disposés à ce nouvel usage qui consistait à acheter de la seconde main du reconditionné. Or, pendant 10 ans, il y avait une barrière psychologique qui ne permettait pas à ce marché de prendre l'ampleur qu'il a pris, puisqu'aujourd'hui, ça semble naturel et évident pour chaque consommateur d'être client d'un site ou d'un commerçant de seconde main, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, il y a quelques années. C'est bien d'avoir raison, mais pas trop tôt, quoi. Exactement. Le timing, curiosité, et puis il y a la chance. Parce qu'en fait, la combinaison de tous ces éléments-là ne sont pas prédictibles, donc il y a une part de chance. Donc tu disais dans les grands éléments pour une décision d'investissement, le timing, la curiosité. Après, chacun a sa stratégie. Nous, voilà, on a ce qu'on appelle un DASX avec un certain nombre de critères qui correspondent à notre stratégie, notre ambition, nos objectifs. Tu as l'équipe, tu as le marché, tu as la défensibilité, tu as est-ce que le projet correspond à notre thèse qui est d'investir dans des projets qui ont un impact positif d'un point de vue sociétal et environnemental.
quelles sont les perspectives de sortie et de création de valeur, parce que finalement tu peux avoir des très beaux business, mais s'il n'y a pas d'acquéreur à la fin de la sortie, à la fin de l'histoire, l'objectif n'est pas de rentrer dans un projet qui durablement est uniquement patrimonial. Et puis, j'ai dû en oublier, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, quoi. Tu viens de toucher du doigt un peu la thèse d'investissement de Daphni, mais si on remonte aux origines, pourquoi avoir monté Daphni? Alors, on a monté Daphni parce que le marché des investisseurs en Europe et particulièrement en France était composé quasi exclusivement d'équipes étant des spin-offs de groupes bancaires. Donc, le marché du VC en France est construit autour d'anciens banquiers. Et là où, nous sommes, avec mon cofondateur, d'anciens banquiers. On était dans le groupe BNP Paribas. À un moment donné, on a un peu voulu mettre tout à plat et pour des questions personnelles, se dire finalement comment va-t-on mener notre carrière professionnelle pendant les 20 ans à venir. Et on est parti d'une feuille blanche en se disant finalement, on a des clients. On est issu de groupes bancaires, donc on ne s'est jamais tellement posé la question des attentes de nos clients, que sont les entrepreneurs et les LP. Allons les voir pour leur demander s'ils sont satisfaits de la proposition de valeur que le marché leur offre. Et des deux côtés de la chaîne de valeur, le retour était assez négatif. Donc on a mené un travail d'analyse avec nos clients pour leur demander quelles étaient leurs attentes et essayer de bâtir le meilleur product market fit en s'inspirant, encore une fois, de ce qui se faisait de mieux à l'international. Quels étaient les points qui côté LP, qui remontaient, qui bloquaient? les LP, alors après, on a 4-5 catégories de LP. On a des family office, des corporates, des institutionnels, des fonds souverains. Donc leur demande, évidemment, est différente, mais le retour principal était on veut plus de transparence. C'est-à-dire qu'on investit dans des fonds et puis on a un peu un retour 10 ans après, mais il ne se passe pas grand-chose entre l'étape où on investit et puis le moment où le fonds est liquidé. On investit dans des sous-jacents qui sont innovants, donc on aimerait se nourrir de ce que vous faites pour nous-mêmes mieux penser notre stratégie de transformation digitale. Donc ce serait bien que il y ait plus de porosité entre tout ce que vous voyez et ce qui pourrait nous intéresser. Et puis, on aimerait aussi, par moment, co-investir à vos côtés, parce que finalement, vous avez une expertise, on a compris que c'est un vrai métier, mais ça nous intéresserait, pour certains, d'abonder à vos côtés dans des sociétés de votre portefeuille. Donc, c'était un peu ces trois briques autour de la transparence, du partage de savoir et du co-investissement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et je vais expliquer comment on l'a fait. On l'a fait en se digitalisant, en fait, parce que comme on est des petites équipes, il faut être plus productif si on veut pouvoir offrir cette proposition de valeur. Et côté entrepreneur, les entrepreneurs, ils ne voulaient pas des banquiers censeurs à leur côté, mais ils voulaient des vrais partenaires. La vie d'un entrepreneur consiste à gérer des problèmes au quotidien et de très nombreux problèmes. Donc, ils ne veulent pas que leur partenaire financier soit une source d'anxiété supplémentaire, mais ils veulent au contraire que ce soit un partenaire qui les aide à se développer et à résoudre leurs problèmes. Et donc, ce qu'on a fait pour les entrepreneurs, c'est de leur dire on va bâtir une communauté de 400 personnes qui sont nos investisseurs en plus, donc qui ont des intérêts alignés avec les nôtres et qui vont vous aider à toutes les étapes de votre développement et face à chaque problème à trouver une solution et être là pour vous aider et pas pour vous censurer, parce qu'on sait que le business plan d'une start-up, il n'est jamais respecté. Donc c'est très facile finalement de se plaindre et de demander des comptes. Mais ce qui est mieux, c'est d'aider à changer de trajectoire et à essayer d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés. C'est encore possible aujourd'hui, ce type d'aventure entrepreneuriale dans le secteur du VC? Alors, il y a une barrière à l'entrée qui est l'alignement d'intérêts avec les investisseurs qui demandent une participation et un investissement de l'équipe qui est assez significatif. Donc, quand tu pars d'une feuille blanche sans avoir cette capacité d'investissement, ça peut être une barrière. Il faut qu'on s'en réjouisse,
l'écosystème fonctionne quand même globalement plutôt bien et qu'il y a un certain nombre d'équipes qui arrivent à générer des retours sur investissement qui sont significatifs et donc à déclencher le carry d'interest, certains membres des équipes historiques acquièrent une certaine indépendance financière, leur permettant de lancer de nouveaux fonds. Donc ce qu'on voit en ce moment, c'est à la fois tous les micro-funds, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi, qui montent leur petits fonds. Et puis, tu as des gérants de fonds plus traditionnels qui partent lancer leurs propres fonds, leur propre société de gestion. C'est ce qu'on a fait avec Pierre-Yves, hein, c'est ce qu'on a fait nous en 2016. Et dans ce contexte-là où on pouvait se le permettre. Donc, tu vois, le cycle schumpeterien, il est aussi valable dans notre industrie, c'est-à-dire que ceux qui ne se remettent pas suffisamment en cause, ils sont disruptés par des anciens collaborateurs qui partent monter leur fonds. Alors, la levée de fonds reste un exercice qui est quand même compliqué, donc c'est le passage à l'échelle qui risque d'être pas évident. Mais en tout cas, il y a eu un certain nombre d'initiatives de nouveaux fonds et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, ce qui est un problème, ce qui est une opportunité pour ceux qui le font et ça permet d'amener une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire le métier. Le problème, c'est que le marché devient très atomisé et comme la base de LP, elle n'est pas sans fonds, chacun se bat au sein d'un marché qui est quand même assez restreint. Donc la taille des fonds pourrait être affectée dans les années à venir s'il y a un éclatement des capitaux disponibles. Mais on le verra, c'est trop tôt pour le dire. Finalement, comment, si tu peux nous parler des premières étapes de la création de Daphni? On a essayé d'être innovant, parce que finalement, encore une fois, on investit dans des projets innovants et on ne l'était pas nous-mêmes énormément. Donc on a été innovant à travers deux piliers. Le premier qui est la communauté dont j'ai parlé, donc des 400 investisseurs avec des profils extrêmement différents, des géographies variées. Et le deuxième pilier, c'est un outil digital donc on appelle Flamel et on en a fait l'annonce officielle en décembre dernier, sachant qu'on le développe depuis 2016. Et on se sert du digital à la fois pour être plus productif en interne, pour être plus transparent, qui est un élément de la proposition de valeur, et donc qui dans un premier temps était un site sur lequel on partageait le deal flow avec un système d'opt-in et d'opt-out pour éviter les conflits d'intérêts, mais donc permettre à nos LP de savoir quelles étaient les opportunités disponibles. Un média, un CRM puissant, pour permettre ce matching, et c'est un CRM qui devient de plus en plus puissant parce qu'en fait avec l'IA on est en train d'intégrer une approche où on va pouvoir faire des graphes et si demain tu me dis je suis en train de regarder un projet dans le domaine de l'expertise comptable, est-ce que tu peux me mapper un peu les ruptures qui sont en train de se faire autour de la GenAI? Voilà, on va pouvoir t'apporter cette intelligence et on va le faire sur la base de l'information qui est disponible, mais aussi de notre propre dataset. On a 25 000 deals en base. Donc on va aussi pouvoir se nourrir de tout l'historique pour avoir un rendu qui est plus pertinent. Et comme n'importe quel business, on est en train d'être disrupté par ce qui est en train de se passer. Donc on l'intègre, enfin on a pas mal de projets, on a divulgué une partie dans la communication qu'on a faite autour de Flamel, mais il y en a évidemment d'autres à venir, et notamment autour alors il y en a qui sont déjà implémentés, mais qui sont en train d'être de plus en plus performants, au niveau du sourcing. C'est-à-dire que nous, le nerf de la guerre pour être... c'est des bons deals. Pour avoir des bons deals, mais on avance. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne doit pas être en réactif. On scrape une 120 bases de données, on en extrait à peu près 70 000 dossiers par an et on a un système de passage au tamis pour en extraire que les 1200, 1500 deals qui entrent dans notre stratégie. Et ça, on est en train d'affiner nos algorithmes pour que les 1200, 1500 sur les 70 000 déjà soient très pertinents et être certain de ne pas en rater. Juste pour qu'on l'ait en tête, aujourd'hui c'est combien sous gestion Daphni? Combien de participation? Alors ça va être bientôt un peu plus, on l'espère, je touche du bois, j'espère que c'est du bois, mais on est autour de 700, un peu plus de 700 millions.
Et on a à date une 60aine de participations actives, avec, alors principalement en Europe, principalement en France, parce qu'on investit tôt. Et on a un fonds qu'on gère pour le compte de Carrefour qui s'appelle Dastor, qui lui investit au plan mondial. Donc on a des deals pour le coup aux États-Unis, en Israël, au Brésil. Donc sur des géographies et des thématiques qui sont liées au business traditionnel de Carrefour. Aujourd'hui, quelle est ta lecture des risques et des opportunités surtout? En fait, je suis plutôt un pessimiste optimiste, donc je pense que ce type de contexte va créer un certain nombre d'opportunités. Donc il faut plutôt se concentrer sur les opportunités et essayer de les anticiper. Il y a deux questions là dans ta question. Sur la transition climatique, je suis assez convaincu que l'innovation est quand même le principal vecteur pour réussir cette transition climatique. Alors, il y a, encore une fois, comme tout cycle, il y a eu une surchauffe avec, je pense, beaucoup de marketing autour de l'ESG et assez peu de conviction. Mais dans le temps, la transition climatique, elle passera par l'innovation. Et on le voit tous les jours. C'est-à-dire quand on parle de stockage d'énergie, quand on parle de frugalité, quand on parle dans les nouveaux usages de mobilité douce, de seconde main, d'upcycling, enfin des deals dans lesquels on est, de upcycle, give dans l'économie circulaire, upcycle, donc je l'ai dit, back market dans le reconditionnement. Enfin, on en a 60 qui répondent à cette thèse, le stockage de l'énergie avec des moonwatts, etc. Donc ça, c'est première question, réponse à ta première question. On oublie un peu trop le S, c'est-à-dire que pour réussir une transition climatique, il faut aussi réussir un pacte social qui fait que tout fonctionne un peu mieux. Et c'est pour ça qu'on a lancé, je ne sais pas si tu l'as vu, une initiative qui s'appelle Time4, qui a vocation à financer et soutenir les investisseurs issus de la diversité et de la ruralité, parce qu'en fait, tu as des talents qui aujourd'hui ont un plafond de verre et ne peuvent pas être financés en equity, parce qu'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'investisseurs prêts à soutenir ce type de projet. Alors leur potentiel, il est énorme, donc c'est un problème de marché. On va essayer d'apporter une réponse, sachant qu'aujourd'hui, c'est essentiellement BPI qui aide ces projets-là, sous forme de subventions et d'aides, mais il est important que ces projets-là et ces entrepreneurs aient accès à des capitaux. Sur l'IA, je suis assez convaincu, mais je sais que toi aussi, c'est juste c'est même plus une rupture, c'est une révolution, je pense, comme on n'en a jamais connu, en tout cas notre génération. On a connu la génération de la déréglementation des télécoms, on a de l'avènement de l'Internet et de tout ce qui va avec, du SaaS avec AWS en 2006, du mobile avec l'iPhone en 2007. De tout toutes les innovations récentes. Mais là, c'est une remise en cause qui est brutale, qui touche tout le monde avec un taux d'adoption qui est énormissime. C'est-à-dire et avec un impact qui est immédiat. Donc on en est au tout début, mais ça va aller très vite. Et ça va aller très vite, encore une fois, en permettant une transition numérique qui n'a pas encore eu lieu dans un certain nombre de secteurs. Tu vois, je pense notamment à l'éducation. Alors, il a eu lieu dans la santé, mais pas à l'échelle que l'on va connaître. Et si on revient sur l'éducation, aujourd'hui, ce qui était problématique dans l'éducation, c'était le manque de personnalisation. En fait, chacun a besoin d'un parcours académique qui est extrêmement personnel. Or, on est sur un système d'apprentissage qui est assez global. L'IA permet cette personnalisation et permet un apprentissage conversationnel. Et donc, je suis assez convaincu que ça y est, c'est probablement le bon timing, alors qu'on l'attend depuis, pareil, ça fait très longtemps qu'on attend
l'utilisation dans le digital dans l'éducation, et finalement, il n'y a pas eu d'énormes succès. Il y en a eu quelques-uns, mais ce qui est assez limité. Là, on est dedans, quoi. Et nous, on le voit, il y a un nombre de projets dans le domaine de l'éducation qui est colossal en ce moment. Mais au même titre qu'il y a quelques mois, années, c'est ce que tu as connu toi, quoi. Si tout le monde promptait sur ChatGPT de façon à l'échelle, on ne serait pas capable de produire l'électricité pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que tu vois, il ne va pas y avoir un frein un peu de ce type-là ou d'autres qui vont bloquer la diffusion de l'IA? C'est inéluctable. À partir du moment où tu as l'usage, il faut trouver les solutions. Donc on a déjà quelques projets qui s'attaquent à ce problème-là. Tu vois, nous, on est investi dans Pruna, qui permet d'améliorer les modèles d'un facteur de 10 à 100. Et donc, par défaut, par conséquence, de réduire la consommation énergétique. On est dans Another Brain qui se propose de développer ce qu'ils appellent une organique IA. C'est une IA qui s'inspire du fonctionnement du cerveau, le cerveau étant extrêmement frugal par rapport à sa puissance de calcul. Donc, s'ils y arrivent, ça sera une piste pour être beaucoup plus efficace. On est dans Pascal, dans le quantique, pareil, avec une solution qui permet d'avoir une puissance de calcul en s'affranchissant des milliers de serveurs nécessaires pour un résultat équivalent. Donc voilà, ça va venir de la techno. Tu vois, on sait qu'aujourd'hui, on est par moment en surproduction énergétique parce qu'on a de l'énergie solaire qui est produite abondamment. Le sujet de comment on fait pour la stocker et pour pouvoir l'utiliser quand on a des pics ou quand on a des pénuries. S'il y a un nombre colossal d'opportunités et de projets qui sont en train de se lancer aujourd'hui dans le stockage énergétique sous plein de formes qui peuvent être très, très différentes. Donc la techno, elle est inéluctable et même si elle crée quelques biais, quelques problèmes, on va aussi s'attaquer à comment résoudre ces problèmes. Le sujet ESG, tu le disais, il a quand même pris un peu un coup là, ces derniers mois, on peut dire. L'IA, effectivement, les usages sont en train d'exploser. Tu vois, pour un VC, comment faire un peu la part des choses entre ces deux axes d'investissement? En fait, pour moi, il n'y a pas de dichotomie. Enfin, il n'y a pas de dichotomie. Alors, il y en a peut-être encore une aujourd'hui, mais c'est comme si on disait j'investis dans le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, c'est le dénominateur commun de toute l'économie. Donc, on arriverait sur le marché, toi et moi, demain, en disant je lance un fonds digital, ça n'aurait aucun sens. Parce que ça s'inscrit dans le fonctionnement de l'économie. Je pense que c'est peut-être pas encore le dénominateur commun de tout projet, de toute initiative, mais la participation à la transition climatique et sociale, elle va aussi faire partie de toute décision, de tout projet d'une entreprise à très court ou moyen terme. Et c'est déjà le cas pour un très grand nombre d'entre elles. Et c'est pour ça que nous, tu vois, on n'a jamais tellement fait savoir qu'on était ESG. Notre mantra sur notre auvent, si tu passes sur 87 rue au mur, c'est Build a City for Good. Et tu vois, on n'a pas été identifié comme un fonds climat, ce qui est le terme actuel. Mais on l'a fait. Et on l'a fait et on est reconnu parce qu'on a 60 participations qui démontrent cet impact positif. Si on est optimiste, moi je suis plutôt optimiste, je me dis que ça va devenir comme le digital, comme le numérique, comme la tech, le dénominateur commun de tout projet que les entreprises vont mener. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je le vois plutôt comme ça. Ouais. Mais dans l'immédiat, il faut acculturer. Donc c'est vrai qu'il y a toute une phase d'acculturation et on est dedans. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en avant tous ces projets qui contribuent à la durabilité. On parle de durabilité environnementale. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une durabilité de la vie humaine. En 2024, c'est les premiers 150 qui sont nés. Tu as Scott, je ne sais plus son nom, de l'université Stanford, qui est assez convaincu qu'on va vivre 250 ans dans un horizon qui est extrêmement proche. Et c'est parce que la techno le permet. Donc tu vois, il y a d'autres enjeux qui vont naître. Là, on parle de l'IA, mais demain, comment on fait pour nourrir une population qui peut vivre 250 ans? Laurent Alexandre qui parle
de super-intelligence, qui parle de repousser la vie humaine, de quel crédit tu lui donnes, ça. Et est-ce qu'il y a des projets, en fait? Est-ce que toi, tu vois passer des dossiers sur des projets qui vont dans ce sens-là? Oui, voilà, aujourd'hui, on le voit beaucoup dans la santé, plus dans la dimension curative. Mais on le voit aussi dans les capteurs, enfin, tu vois, toute la captation de données, parce que finalement, on va y arriver le jour où on sera en capacité de faire des prédictifs grâce à la captation de données. Ça commence. Hein. Enfin, tu vois, ta montre, elle te donne déjà un paquet d'informations. Tu as des capteurs qui vont devenir de plus en plus intrusifs. Tu vois, j'ai vu des projets de capteurs intracérébral. Alors c'est là, ça devient un peu flippant parce que tu peux capter de la donnée, mais tu peux aussi en inputter. Donc il faut te dire qu'on va vraiment pouvoir être augmenté. Et on aura beau mettre toutes les réglementations qu'on veut, à partir du moment où la technologie le permet, c'est quand même assez difficile de la contrôler, et on a pu le voir par le passé. Le sommet de l'IA en France, on en parlait avant de commencer à enregistrer. T'en attends quoi et quelle est ta vision là-dessus sur la position de la France? On a plein d'atouts, parce qu'en fait, on a des talents qui sont reconnus dans le monde entier, on a des écoles qui forment ces talents qui sont aussi extrêmement, extrêmement reconnus, on a des sociétés qui arrivent à s'imposer, et on est perçu comme un pays relativement neutre en termes de régulation. Donc je pense on a un rôle à jouer même d'un point de vue géopolitique et international pour rester cette plateforme neutre et mettre en avant l'écosystème. Donc c'est plutôt une super initiative. Et à nous de réussir à attirer tous les acteurs qui comptent pour montrer qu'on a la force de frappe. L'écosystème de l'IA en France, est-ce qu'il est ce capital humain qu'on a, et notamment en France, et notamment à Paris, est-ce qu'on l'optimise en fait réellement? En fait, je vais trahir un secret, mais on travaille sur un projet un peu équivalent à celui de We Are, mais autour de l'IA. Donc je ne sais pas s'il verra le jour, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et donc, je vais plutôt parler de We Are pour t'expliquer ce qu'on pourrait faire sur l'IA. L'idée de We Are était de décloisonner plein de secteurs. C'est-à-dire qu'on est très fort dans le domaine de la création en France. Et ces industries créatives, c'est le luxe, les médias, la mode, le design, la musique, la pub, le cinéma, l'art. Or, ce sont des industries qui restent avec très peu de porosité, qui ne se parlent pas. Or, leur dénominateur commun, avant que ce soit le digital, c'était la création. Et d'ailleurs, nous, dans nos sujets, l'élément fondateur, c'est aussi la créativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet innovant si tu n'as pas une dimension créative, inventive. Et donc, quand on a monté Daphne au départ, on voulait intégrer un We Are Like au sein de nos bureaux. Donc, l'idée, c'était de dire on va faire venir des musiciens, des designers qui seront dans notre espace de travail. Et puis, on a réalisé que c'était un vrai métier d'opérer un lieu, que ça nécessitait un investissement financier qu'on n'avait pas. Et donc, avec Eric, qui est aujourd'hui le CEO de We Are, qui lui était arrivé au même résultat, mais à travers un autre prisme, qui était celui de l'organisation d'événements. En fait, il organisait des concerts privés dans des lieux hyper insolites dans Paris, et il souhaitait avoir ce lieu qui incarnait les événements qu'il organisait. Bon, et en combinant un peu nos deux visions, on a créé We Are autour de cette communauté et autour de à la fois des événements et une programmation qui permettent de créer les prétextes pour qu'elles se rencontrent et qu'elles se parlent. Il y a probablement besoin de le faire dans d'autres domaines comme celui dont tu parlais de l'IA, parce qu'il ne faut pas que les entreprises restent cloisonnées, mais elles ont tout à gagner, à échanger, à partager leurs meilleures pratiques, à se challenger. Et comme on voit que We Are marche bien, ça pourrait être une option de le développer sur d'autres verticales. Quelle est l'ambition que tu as pour Daphne, pour ton ambition personnelle? Enfin, c'est souvent la question que je pose aux dirigeants, aux entrepreneurs, c'est quelle est l'étape d'après en fait?
L'étape, c'est d'essayer, déjà d'appliquer les propres règles que l'on demande à nos startups et qui est de croître. Alors, c'est pas une croissance à tout prix, mais on voit que la croissance a quelques vertus, et notamment autour des économies d'échelle et la capacité de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Aujourd'hui, on a, encore une fois, je te le disais, on va dire qu'on a 5-6 000 dossiers qualifiés par an. Or, on investit dans 10 deals à la fin de la journée. Ce qui veut dire qu'on laisse plein d'opportunités derrière nous parce qu'on est contraint par la gestion d'un fonds qui a une stratégie qui est bornée. Donc, on aurait matière à être sur d'autres stratégies et à profiter de tout ce qu'on fait déjà, que ce soit sur l'outil digital ou le sourcing, l'accompagnement. Tu vois, la communauté, encore une fois, elle est pareille, elle se concentre sur nos 60 participations. Il y a 400 personnes, on pourrait très bien la mobiliser sur d'autres sujets. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu laisses passer des opportunités, soit parce que c'est pas dans ta thèse, soit parce que c'est pas. J'en laisse passer des milliers, quoi. En tout cas, au moins des dizaines par an. Donc c'est pas croître à tout prix pour être plus gros, c'est croître parce qu'on a plein d'opportunités et on peut pas les saisir. Donc ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième, c'est que comme on est plutôt bien perçu sur le marché, donc on aurait matière à agréger plein d'initiatives, encore une fois dans cette perspective d'être plus efficace et de capitaliser sur tous les actifs qu'on a pu développer jusqu'à présent. Et ça, pour l'instant, on ne le fait pas, quoi. L'industrie du VC nous a piqué quand même pas mal de consultants chez nous. Il y a quand même un parcours cabinet de conseil et puis ensuite VC. Donc on a l'image de finalement un secteur extrêmement attractif. Ouais, mais il l'est. Mais après, tu vois, tu as beaucoup de talents qui vont plutôt vers le PE, vers des stratégies d'investissement plus matures. Ce qui manque encore à l'écosystème, ce sont des entrepreneurs qui durablement rejoignent des fonds. En fait, ils ont compris que les cycles des fonds étaient assez longs. Donc, ce n'est pas évident d'attirer durablement des entrepreneurs qui ont réussi ou pas dans cette industrie. Marc a été un des premiers entrepreneurs à mobiliser énormément d'argent. Et en fait, ils n'ont pas conscience qu'à un moment donné, la source se tarit, parce qu'ils préfèrent le faire de leur côté que de rejoindre une entité existante. Et puis au bout de quelques années, ils réalisent que finalement leurs ressources s'épuisent et qu'ils ont besoin de lever auprès de tiers. Et ça, ils voient que c'est un vrai métier, que c'est compliqué. Donc on a besoin qu'ils aient déjà fait tout ce cycle-là pour qu'ils commencent à s'intéresser à des structures comme les nôtres. Or, il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs qui ont fait ce cheminement pour en avoir conscience. Donc tout ça pour dire, il n'y a pas suffisamment d'ex-entrepreneurs dans cet écosystème, là où c'est le cas aux US. C'est-à-dire que tu prends toute la PayPal Mafia qui a ses fonds, enfin il y a plein, tous les fonds emblématiques ont été montés par des entrepreneurs. On parlait d'Andreessen, c'est l'ancien Netscape. Ouais, c'est intéressant, tu vois, j'avais pas cette vision-là. Ça, c'est une évolution, il y en a trop peu aujourd'hui. Ouais, ça viendra. Mais ça va venir. Ouais. Parce que il faut avoir, encore une fois, il faut avoir connu ce cycle-là pour prendre conscience de ses limites et de le faire. Ça fait pas forcément de toi un bon investisseur. C'est pas parce que tu as été un bon entrepreneur et que tu as eu un succès entrepreneurial que derrière tu vas être capable. Et ça, souvent ils le réalisent, mais trop tard. Et donc ils décident, à partir du moment où ils sont arrivés à cette conclusion-là, de se relancer dans l'entrepreneuriat. Or, dès le départ, en combinant encore une fois nos deux domaines d'expertise, si c'était des profils qui nous rejoignaient tôt, je pense qu'il y aurait énormément de bénéfices à le faire. Et dans le monde anglo-saxon, il y a davantage de cas qu'en France. C'est des operating partners. Alors, il y en a. Alors il y en a. Tu vois, on commence et ça, nous on en a aussi et pas mal de fonds commencent à l'avoir. Mais un operating partner, il s'inscrit pas dans le temps. C'est-à-dire qu'il a souvent d'autres activités. Il peut être de passage. Ce qui est important, c'est que ce soit quelqu'un qui reste durablement. Tu vois, Atomico, qui a été lancé par Nordstrom, le founder de Skype. Bon, typiquement, lui, en Europe, c'est une des figures emblématiques qui montre que c'est possible de le faire.
comme l'a fait d'ailleurs Lyoto avec Balderton. Oui, il y en a, mais si on devait avoir un exemple en France, il n'y en a pas aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle d'un dernier sujet, qui est le sujet, je sais que tu es sensible, enfin même plus que sensible, sujet de diversité, inclusion et dans l'industrie du VC. Est-ce que tu peux nous partager ta vision? Est-ce que vous faites sur le sujet? Enfin, ou tout du moins ton constat tel que ça fonctionne aujourd'hui, un peu des grands enjeux. Il y a assez peu d'accès aux capitaux pour des entrepreneurs issus de la diversité ou de la ruralité. C'est 1% à peu près des capitaux qui sont investis dans l'innovation, qui sont fléchés vers 5%. Voilà. Si on fait un pas en arrière, il y a, alors je suis désolé, à chaque fois je reviens sur des périodes qui sont ancestrales là, mais le marché du capital risque et des startups, finalement, il est né dans les années 80, entre 95 et 2000. À cette époque-là, se lancer dans l'entrepreneuriat était quand même un chemin de croix. C'est-à-dire qu'on détestait le risque en France. Si on se plantait, on était cramé à vie. Et le secteur de l'innovation était naissant. Mais qu'on l'aime ou pas, tu as un mec qui s'appelait Bernard Tapie qui a inspiré première génération d'entrepreneurs, Marc Simoncini, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grangeon, Pierre Kosciusko-Morizet, Jean-Baptiste Rudel, ceux qu'on connaît, qui ont pris le risque de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'innovation, qui ont réussi, qui sont devenus des rôles modèles. Et puis, par ruissellement, il y a eu plein d'entrepreneurs qui se sont lancés. Et maintenant, c'est un non-sujet de devenir entrepreneur. C'est même au contraire une reconnaissance. Ça va même vider les entreprises, tu vois. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des entrepreneurs qui sont entrepreneurs parce qu'ils portent ça en eux, et puis ceux qui le font plus par statut social. Et toi, nous, toute la difficulté, c'est d'identifier ceux qui le font plus par statut que par conviction. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, pourquoi je fais cette digression? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rôle modèle pour des entrepreneurs qui viennent de la ruralité ou de la diversité, pour leur dire, il y a un chemin pour monter des projets ambitieux, et donc pour que vous ayez vous-même l'ambition de les conduire, et les outils financiers pour vous aider à le faire. Donc c'est pas grave, parce qu'on va réussir à changer les choses, et à partir du moment où on va créer ces rôles modèles, je pars du principe qu'il y aura le même ruissellement, et qu'on va créer tout un terreau d'entrepreneurs qui vont montrer l'exemple et qui vont permettre à plein d'autres entrepreneurs issus des quartiers ou de la ruralité de réussir. Et donc tout l'enjeu, c'est de le faire à l'échelle, parce que y a une loi des nombres, mais ça qui concerne toutes les stratégies d'amorçage, où il faut pouvoir investir dans un grand nombre de projets et puis après se concentrer sur ceux qui ont le plus de potentiel. Donc c'est pour ça qu'on veut lancer un fonds qui ait une taille suffisante pour pouvoir soutenir un nombre suffisant de deals et à la fin de la journée performer, pour aussi du côté investisseur montrer la voie et expliquer que c'est possible et que ça se généralise et que chacun en fasse comme le climat. Hein. Et nous, en 2016, quand on a commencé, on ne s'appelait pas ESG parce que ce n'était pas un argument, et finalement les personnes avaient conscience qu'on faisait bouger les lignes en investissant dans des projets innovants qui avaient cet impact positif. Maintenant, tout le monde le met comme un argument même marketing. Demain, ce sera la même chose. Encore une fois, je parle souvent de dénominateur commun, mais ça deviendra un dénominateur commun et on ne fera plus la différence. Donc là, plutôt sur des investissements sur du early stage, en fait. Oui, parce qu'il y a des projets amorçage. Des projets très tôt. Donc avec les déterminés HEC et Leaf4Good, qui eux sont actifs au sein des entrepreneurs et de ces écosystèmes depuis très longtemps, donc qui ont accès et qui accompagnent des cordes d'entrepreneurs depuis une dizaine d'années, pour les déterminer dans quasiment une trentaine de villes, avec des cordes de 1000 à 2000 entrepreneurs par an. Donc on a le vivier d'entrepreneurs, maintenant c'est à nous de les accompagner. Tu as le sujet aussi de la parité, des inégalités hommes-femmes. Donc ça qui est couvert par Sista. Puis après, c'est
pareil, tout le monde en a conscience. Et tu vois, nous, quand on investit, il n'y a pas de différence. Donc, c'est déjà ancré dans tous les esprits. Je t'imagine extrêmement occupé. Tu arrives à prendre du temps pour toi, tu arrives à gérer le stress. Tu vois, on n'a pas parlé du stress. Qui plus est, dans votre métier, où tu le disais, vous pouvez vous planter. Quand vous vous plantez, il y a des sommes d'argent importantes en face. Comment tu gères ça, toi? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un associé depuis quasiment 25 ans. Donc, tu vois, j'admire les entrepreneurs qui sont seuls. Là, pour le coup, je me dis, ils doivent quand même avoir des moments de solitude qui ne doivent pas toujours être très simples à gérer. Donc, nous, on se fait à la fois la courte échelle et puis on se soutient. Donc, dans les moments qui sont plus complexes, on a aussi une team. C'est-à-dire que finalement, on a l'habitude de dire que les succès sont collectifs et les échecs aussi. Et donc, ça veut dire que on est une équipe où, dans la difficulté, on doit être encore plus solidaire que dans le succès, quasiment. Ce qui est une autre corde de rappel pour se dire, voilà, ça fait partie de la vie et de notre métier. Et finalement, ça montre aussi l'état d'esprit des équipes que tu recrutes et des profils avec lesquels tu as envie d'aller au combat demain. Parce qu'on est dans des structures où toutes les forces vives doivent monter en puissance et à terme nous remplacer. Donc c'est important d'avoir à nos côtés des gens qui ont les mêmes principes et qui en ont conscience, c'est-à-dire qui ont les mêmes aspirations et qui ont les mêmes valeurs autour de ces sujets. Et après, on fait un job qui est tellement passionnant qu'on est aspiré par le job. Donc on est souvent en surchauffe et c'est vrai que faire la part des choses entre la vie perso et pro, tu vois, il n'y a pas que sous la douche qu'on pense au projet, qu'on pense à ce qu'on a à faire, qu'on vit notre boîte. Donc moi, je fais pas mal de sport et je fais du sport en famille, donc ça contribue aussi à l'équilibre global. Et puis, avec le temps, on arrive à faire quand même la part des choses et à trouver du plaisir au travail et à la maison de manière très équilibrée. Tu as quand même une solitude du dirigeant, quoi qu'il arrive. Je veux dire, les relations changent quand tu prends ces fonctions-là, quand tu es entrepreneur seul. Alors j'imagine que, et pour en avoir parlé avec certains, ils sont quand même accompagnés justement par leurs investisseurs, T'en as plein qu'on est coach, tu vois, on parle de coach à tous les étages. Mais en fait, j'ai en tête un ami, il me dit, je peux l'appeler 24/7. J'ai un coach que j'appelle 24/7. Il me dit, je change tous les 3 ans. C'est-à-dire que j'épuise mon coach. Donc, tu vois, voilà, les solo founders, quand ils ont conscience de leurs limites, ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est un truc qui, il y a peut-être quelques années, n'aurait pas été perçu. Enfin, moi, je n'aurais peut-être pas vu ça de manière naturelle. Je pense que ça devient de plus en plus naturel. Et ce qui doit être humain, quoi. Finalement, ces sujets de coaching, de préparation mentale, on en parle beaucoup dans le sport, mais insuffisamment dans les affaires, en fait. Parce que ça implique une discipline et en fait, on doit être à la fois inspirant et rôle modèle. Donc, si on ne montre pas l'exemple, a priori, pas grand monde le fera à notre place, quoi. Donc, comme il faut être irréprochable, ça implique quelques sacrifices et une certaine discipline. Merci beaucoup, Pierre-Éric. Merci Arnaud, très sympa. Cette heure avec moi. C'est un épisode très inspirant, très intéressant. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, Pierre-Éric. Merci Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.